On est déjà rendu au premier mercredi du mois de novembre. Pour les habitués, vous savez, ça veut dire que c'est le moment de jaser avec quelqu'un de l'UMCS, toujours d'un sujet extrêmement intéressant. Puis je pense que celui-ci, là, surtout dans les 2 dernières années, il a fait jaser ce sujet-là. On parle bien-être au travail et épuisement professionnel chez les enseignantes et les enseignants avec Katharina Mamprine. Bonjour! Bonjour! Merci d'être là aujourd'hui. Merci de prendre le temps de jaser. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Oui, ben vous êtes professeure adjointe en éducation du côté de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Je suis un peu curieuse, pourquoi vous vous intéressez à ce sujet énorme mais très important du bien-être et de l'épuisement professionnel? Mais en fait, c'est vraiment partie d'une expérience très personnelle. Souvent, on est guidé dans nos sujets de recherche par quelque chose qu'on a vécu de près. Moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, puis ensuite, je suis allée en éducation. Puis, en fait, mon profil faisait que je faisais des cours de première, deuxième, troisième, quatrième année. C'est sûr que c'est le système québécois en éducation au baccalauréat. Et je voyais que les étudiants avaient vraiment hâte d'être dans leur classe, d'être avec les élèves. Quand on parlait des élèves, il y avait des étoiles dans les yeux. Et en fait, moi, mon année préparatoire me préparait à entrer directement à la maîtrise. Et quand je suis arrivée à la maîtrise, j'ai arrêté de voir les étoiles dans les yeux des enseignants. Okay. Souvent, c'était « j'ai besoin d'aide ». Je reviens à la maîtrise pour chercher des outils. J'ai besoin d'avoir de l'aide maintenant. J'ai besoin d'avoir des trucs. Il faut que ça soit efficace. J'ai pas besoin de théorie. J'ai besoin de savoir comment on applique. Et en fait, j'ai senti vraiment une détresse. Puis moi, je travaille dans les milieux aussi quelques années après. Et j'ai bien vu là, la détresse et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme incidence chez l'individu, mais aussi dans les milieux scolaires. OK. Quand on mentionne ces sujets-là, des fois, c'est quelque chose, c'est pas tangible, là, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, donc ça vient un peu plus difficile peut-être à comprendre, à percevoir. Qu'est-ce qu'on veut dire par bien-être? Qu'est-ce qu'on veut dire par épuisement professionnel? C'est vrai, c'est pas des concepts qui sont faciles à saisir. En fait, ils sont faciles et sont difficiles à saisir. Pour retrouver la couleur scientifique du bien-être, c'est ça qui est difficile à saisir, en fait, parce que vous avez votre définition du bien-être, j'ai ma définition du bien-être. Puis, en fait, quand on va voir plus du côté de la littérature scientifique, il y a aussi beaucoup de façons de les représenter. De façon générale, il y a comme deux grandes perspectives. Donc, il y en a une plus à court terme. Si je vous pose la question, est-ce que vous ressentez du bien-être en ce moment? Là, vous allez faire un peu une évaluation de ce qui va bien, ce qui va mal, puis vous allez donner un aperçu général sur comment vous vous sentez. Ça, c'en est une. Il y a l'autre qui est plus à long terme. Donc, quand on travaille fort pour, je sais pas, je dis toujours ça à mes étudiants au bac, et bien, quand vous allez avoir votre baccalauréat, vous allez être très fiers, vous allez être content, même si vous allez avoir vécu des frustrations, mais vous allez quand même vivre un bien-être, puis ça va être plus à long terme. Puis là, on va parler plus d'un bien-être qui est construit par rapport à certaines composantes. Donc, des relations interpersonnelles positives, un sentiment de compétence, une volonté de s'engager, une reconnaissance qui est perçue, un enthousiasme pour son travail. Donc, tout ça, en fait, ça peut alimenter le bien-être au travail, là, si on prend cette tangente-là du bien-être. L'épuisement professionnel, c'est pas nécessairement directement l'inverse du bien-être. C'est sûr que quand on va pas bien, des fois, on va essayer de trouver, mais est-ce que c'est plus des symptômes dépressifs? Est-ce que c'est plus d'épuisement professionnel, etc.? Mais en fait, ça va être surtout un sentiment de mal-être qu'on va avoir, une tendance à diminuer sa perception d'efficacité personnelle, à juger négativement, plus en contexte de travail. De plus en plus aussi, on va l'étendre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au travail ou dans un contexte de travail qui est standard ou classique. On pense par exemple à des jeunes parents, mais qui peuvent vivre un épuisement professionnel à la maison. Mais en fait, on va vivre un épuisement général, souvent avec une distance mentale. En fait, c'est comme si on a une distance avec les choses. On n'a plus le même besoin de s'investir dans certaines choses. On peut avoir des altérations des facultés émotionnelles, fait qu'être plus à fleur de peau. Altération des facultés aussi cognitives, fait que des fois, on n'a pas les idées claires, on a de la difficulté à réfléchir, on va oublier beaucoup de choses. Puis en plus, là, ça vient avec toute la détresse psychologique, puis tout ce qui est plein de psychosomatique. Fait que des fois, on va avoir mal au dos, mal aux épaules. On va sentir que c'est lourd une journée de travail. OK. Donc finalement, c'est deux concepts qui se ressemblent. Ça marche main dans la main, ces deux choses-là. Si un ne va pas bien, l'autre ira pas bien non plus. C'est pas tout à fait linéaire, mais on peut le voir comme ça.
souvent, ça va tenir, mais en même temps, on peut, je donne par exemple les enseignants, souvent, ils vont avoir un niveau de bien-être qui est quand même assez élevé, mais un niveau d'épuisement professionnel qui est assez élevé aussi. Donc, il va y avoir un lien entre les deux, mais ça ne veut pas dire que comme l'épuisement professionnel est élevé, que nécessairement le bien-être va être bas, mais ils vont agir comme, ils vont monter ou descendre ensemble, mais c'est pas l'inverse un de l'autre. OK. Donc, c'est sûr et certain, là, je l'entends, qu'on a toutes des choses à apprendre là-dessus. Peu importe le domaine, finalement, dans lequel on travaille, pourquoi vous vous avez concentré? Pourquoi c'est important de l'étudier pour les enseignantes, les enseignants? En fait, le travail chez les enseignants, puis il y a plusieurs milieux là, qui pourraient être très susceptibles d'être, en fait, qui sont plus susceptibles au stress ou à l'épuisement professionnel, mais chez les enseignants, c'est vraiment documenté. Souvent, des fois, il y a des tristes palmarès qui sont faits là, dans le top 5 des emplois les plus stressants, mais souvent l'enseignement l'épuisement professionnel souvent est supérieur à ce qui est documenté dans la population générale. Puis en même temps, chaque milieu est très particulier. Et on va dire que le bien-être, comme l'épuisement professionnel, est hautement contextuel. Il y a des éléments qui sont vraiment inhérents, vraiment relatifs là, au milieu même. Donc, on ne peut pas nécessairement généraliser. Puis des fois, ce qu'on fait passer aux enseignants pour comprendre comment ils vont bien ou mal au travail, on va leur poser la question, est-ce que le niveau de son, le niveau sonore est assez vous convient? Mais c'est sûr que dans une cour de récréation, peut-être que c'est peut-être pas la question à poser, ou est-ce que la lumière est bonne, ou peu importe. Fait que des fois, il faut juste aller creuser un petit peu plus puis voir qu'est-ce qui est spécifique chez les enseignants ou qu'est-ce qui est spécifique dans un autre travail pour trouver les leviers qui vont nous aider à appuyer ces travailleurs-là. Puis, toute la détresse chez les enseignants, la lourdeur qui est vécue par les enseignants, c'est documenté depuis des années et des années. C'est pas nouveau, mais on trouve pas nécessairement la façon de les soutenir. Puis c'est assez général aussi dans le monde. Donc, c'est vraiment pour contribuer, en fait, à aider ces travailleurs, les enseignants qui sont avec les élèves là, en développement. Oui, bien justement, ça devient très important de les aider parce que dans leur contexte de travail vient l'apprentissage des enfants de nos futures générations. Donc ça aussi, j'imagine que plus on peut les aider, plus l'apprentissage des enfants sera efficace. Oui, en fait, on voit vraiment qu'il y a une incidence de l'épuisement professionnel sur, par exemple, la capacité de l'enseignant à maintenir un contexte d'apprentissage qui va être favorable. Souvent, ça va les rendre, quand ils sont bien, ils vont être beaucoup plus à même à voir qu'il y a des élèves qui vont moins bien ou à se sentir compétents pour aider des élèves. C'est vrai avec les élèves en troubles de comportement, c'est vrai avec des élèves qui ont des troubles de santé mentale. Donc, imagine dans un contexte comme le Nouveau-Brunswick où on est en inclusion scolaire totale, mais c'est sûr qu'il faut que l'enseignant se sente compétent, qu'il soit bien pour pouvoir aider. Donc, là, c'est un grand mot, mais souvent, on va parler de la perspective qui est psychopédagogique. Donc, comment on va aider l'enseignant à aller mieux pour pouvoir justement soutenir les élèves d'une certaine façon et que l'enseignant lui-même puisse établir un contexte d'apprentissage qui est favorable. Parce que sinon, tantôt, je parlais de la distance mentale ou des relations qui étaient plus difficiles quand on est en épuisement professionnel, mais c'est vrai aussi pour les élèves. Puis tout ce qui est motivation scolaire, tout ce qui est engagement, tout ce qui... Fait que quand on n'est pas capable de maintenir une bonne relation éducative, c'est sûr que ça va avoir une incidence sur les élèves et sur la classe en général. C'est sûr que si on a beaucoup de départs, ben ça peut avoir une incidence aussi sur ce projet éducatif d'une école. Là. Donc, ça a des grandes retombées là, pour les milieux scolaires. Et ça amène quand même à une grosse dernière question pour terminer la jasette. Là. Comment on fait pour favoriser bien-être au travail pour les enseignantes, enseignants? C'est une très grosse question. Je peux donner quelques pistes. Oui. Mais en fait, il faut comprendre que le bien-être, en fait, on ne peut pas avoir le fardeau total de son bien-être, dans le sens où ça se construit vraiment de façon personnelle, interpersonnelle puis organisationnelle. Fait que c'est sûr qu'un individu qui travaille très, très fort sur lui, mais si dans un contexte qui n'est pas favorable pour son bien-être, ben ça ne fonctionnera pas non plus. Fait que c'est pas tout revient pas à l'individu. Comme enseignant, on peut analyser ses pratiques, on peut déléguer le plus qu'on peut, on peut prendre conscience de son état aussi, se questionner, puis faire attention à tout ce qui est, par exemple, le sentiment de compétence par procuration. Des fois, le sentiment de compétence va être lié au fait que les élèves vont réussir. Mais des fois, quand même qu'on est le meilleur enseignant du monde, il y a des lacunes les élèves peuvent avoir certaines lacunes. Ouais. Puis c'est pas relatif à l'enseignant qui a donné tout ce qu'il y avait.
Fait que des fois, c'est de faire aussi la part des choses, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. De façon interpersonnelle, juste le soutien social, on en a parlé l'année dernière. Oui. Mais en fait, ça peut être une très bonne façon juste de s'entraider, d'être là pour les autres, de bien comprendre de quoi les autres ont besoin aussi, de se questionner à ce niveau-là. Parce que justement, quand on connaît mieux les besoins, on peut mieux y répondre. Puis la relation entre les besoins puis l'aide qui est reçue, c'est vraiment important pour que ça ait des retombées favorables. Puis dans une perspective plus organisationnelle, mais juste reconnaître le travail de chacun, de bien délimiter le travail à faire, parce que des fois, en enseignement, entre ce qui est prescrit puis ce qui est assumé, il y a une grande différence. Des fois, juste de mettre des balises qui sont claires, ça peut aider à pas laisser planer un flou qui va faire que les gens vont vraiment surfaire des fois pour juste arriver à ce qui est attendu. Et favoriser dans le fond une culture scolaire qui est propice à la collaboration. Donc, c'est vraiment comme des petites bouchées, là. Je pourrais parler 45 heures sur chacun, mais c'est juste quelques pistes comme ça pour la fin. Ben merci énormément de nous avoir appris toutes ces choses aujourd'hui. Katharina Mamprine, qui est professeure adjointe en éducation à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.